Et merci Loïc. Donc, présentation très rapide, je m'appelle Olivier Dufay, je suis consultant en SEO. Je m'intéresse au SEO depuis à peu près la naissance de Google. Ça fait un certain temps. Je suis créateur du site WebRank Info en 2002. Voilà. J'ai fait mes armes de l'autre côté de la rue, à l'E7. Ça me fait bizarre de revenir ici. Et puis donc consultant SEO au sein de WebRank Expert, c'est le nom de ma société. Et je vais vous présenter aussi de temps en temps des captures d'écran d'un outil qui s'appelle MyRankimetrics, et qui est une autre de mes activités. Voilà. Terminé pour la présentation. Alors, on parle d'IA, on parle de SEO. À peu près tout le monde s'est dit, bon, ça va être, on utilise ChatGPT pour générer des contenus. Logique, c'est l'utilisation numéro 1, je pense, de l'IA en SEO. Et je ne veux absolument pas cracher dessus, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas que ChatGPT, il y a plein d'autres outils et il y en a à peu près un par semaine qui sort. Je ne sais pas. Là, pour une fois, je me suis dit, tiens, on va essayer de parler d'autres choses que l'IA générative, en tout cas l'IA pour générer des contenus. Peut-être qu'on utilisera quand même ChatGPT, mais pas pour générer des contenus. Voilà. Juste une petite parenthèse, Google n'est pas contre la génération de contenu par IA. C'est leur position officielle en tout cas. Tant que le contenu est de qualité, ils s'en fichent de savoir si on l'a fait avec de l'IA ou pas. C'est apparemment ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que de la qualité? Ça, c'est une autre question, quoi. Donc ici, on va essayer d'utiliser l'IA pour d'autres choses et notamment, on va gagner du temps, notamment prioriser des actions, nous aider à choisir des choses à faire. Et parce que je pense que tout le monde dans la salle, quelle que soit sa situation, en termes de SEO, un des problèmes, c'est je manque de temps. J'ai trop de choses à faire. Et puis aussi obtenir des recommandations. Alors, on va parler en premier du maillage interne. Le maillage interne, c'est vraiment un point majeur en SEO. Et bizarrement, il est très sous-exploité. Donc, maillage interne, hein, c'est travailler les liens entre les pages internes du site, hein, entre pages du site. Voilà. Et comme on a la main dessus, ben, on peut tout faire. Là, je fais référence par opposition aux liens qui sont des backlinks qui viennent d'ailleurs, d'autres sites où là, ben, on n'a pas la main et c'est plus compliqué d'en avoir. Donc, pour booster une page, ben, c'est très simple. Hein, il lui faut plus de liens en choisissant bien les textes des liens vers la page. Bon, ça, on va beaucoup en reparler. Si vous faites un lien où c'est voir la suite, eh bien, voir la suite, ça aide Google à comprendre que notre page elle est optimisée sur voir la suite. Bon, ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, les textes des liens sont majeurs. Et donc, comme on a la liberté de les choisir sur notre site, eh bien, on va faire très attention à ça. Alors, comment on va savoir si le maillage interne il est trop faible sur notre site et qu'il a besoin de le travailler? Eh bien, on va regarder 3 points. La profondeur, c'est la profondeur d'une page, combien il faut de clics pour la trouver, en partant de page d'accueil. Et le nombre de liens et la diversité des encres, comme je viens de le dire. Donc, si on fait un crawl du site et vous prenez n'importe quel outil et il sait calculer ça, la profondeur d'une page ou le nombre de liens entrants d'une page, tout ça, c'est très facile à calculer. Et après, l'idée, c'est d'avoir une vue globale du site. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. J'ai besoin d'avoir une vision globale du site, une capture, ça donne l'état de santé du site. Donc là, je le montrais sur un diagramme où il y a un certain nombre on va appeler ça des familles de critères SEO. Et celui qui m'intéresse ici, enfin il y en a 2 en fait, c'est la profondeur des pages et le maillage interne. Donc là, on voit que sur ce site, la profondeur des pages, elle est correcte, mais le maillage interne, il est mauvais. Voilà, c'est insuffisant. Donc on sait qu'il va falloir le travailler. Si on regarde un peu plus dans les détails, on peut regarder que sur le site que j'ai pris en exemple, eh bien, il y a trop de pages. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y a trop de pages qui n'ont qu'un lien vers elles, ou 2, ou 3. Et en violet, c'est ça le plus intéressant, c'est la performance des pages, c'est-à-dire combien elles arrivent à générer de trafic. Et là, on voit que plus la page elle reçoit de liens, plus la courbe en violet elle monte, et donc plus la page en fait elle est capable de générer beaucoup de trafic. Donc on va se dire bon il va falloir faire plus de liens vers nos pages. Le deuxième point qui est beaucoup plus dur à optimiser, et surtout sur un e-commerce,
c'est de diversifier les textes des liens. Parce que très souvent, quand on fait un lien vers une fiche produit, le texte du lien, c'est le titre ou le nom du produit. Donc, on se retrouve avec cette barre rouge qui est là sur le 1, là. C'est la majorité des pages du site, ici, reçoivent des liens toujours avec le même texte de lien. Donc, on dit toujours à Google de la même façon de quoi parle la page, en fait, et sur quoi elle doit être optimisée. Alors qu'on se rend compte que si on arrivait à varier et d'avoir beaucoup plus de diversité dans les encres, eh bien, on aurait beaucoup plus d'efficacité. C'est hyper simple, hein. À chaque fois que je trouve une autre idée pour une encre, pour un texte de lien, vers ma page, eh bien, je vais aider cette page à sortir sur la requête Google concernant de ce texte de lien. Voilà. Donc, plus je diversifie, plus j'ai de facilité à être efficace. Bon alors, ça c'est le décor. Maintenant, comment on va faire pour optimiser tout ça? Et surtout, la grosse question que j'ai, moi, c'est quelle page je dois travailler en premier. Si jamais, là, dans le quart d'heure qui suit, je devais optimiser le maillage interne, vers quelle page, la page cible, je vais lui rajouter des liens. Et c'est là qu'on va avoir besoin de l'IA pour gagner du temps et pour, en fait, piocher les bonnes pages en premier. Souvent, je pars, moi, des performances de la page en termes de trafic, parce que booster une page qui fait un clic par an, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, je vais quand même m'intéresser aux pages qui sont déjà correctement performantes, mais aussi celles qui souffrent d'avoir trop peu de liens. Le mieux, c'est l'espèce de l'antagonisme. Hein. La page, elle fait pas mal de trafic, et pourtant, elle reçoit un seul lien avec donc une seule encre. Si vous trouvez des trucs comme ça, rien que de lui rajouter des liens, ça va booster son trafic. Et comme elle partait déjà de assez haut, c'est-à-dire que Google, il l'aime bien, ça va être très facile de booster son trafic. Et après, il va falloir trouver des pages sources. Donc les pages sources, c'est les pages qui vont faire les liens vers elles. Et là, pour que ça soit efficace, il faut absolument respecter la thématique. Il faut que les deux thématiques entre la page source et la page cible soient les mêmes. Donc, moi, j'ai mis au point un algo avec un peu d'IA là-dedans, avec des données qui viennent directement du site, d'un crawl et de Search Console. On va en reparler tout à l'heure. Pour me trouver, en fait, calculer un indice, en fait, de priorité des pages les plus intéressantes à booster en termes de maillage interne. Bon, ça, c'est le premier point. Ça donne un peu comme ça. Ça, c'est un tableau qui veut me dire, c'était avec un score, là, un intérêt. 1000, c'est le max. Ça, c'est la page. Bon, je l'ai flouté parce que c'était un vrai site que je ne pouvais pas montrer. On a l'URL et on nous dit, voilà, elle est de profondeur 4. Elle n'a que 2 liens entrants. Et pourtant, elle fait beaucoup de trafic. C'est un bon candidat, très bon candidat à être amélioré. Et après, l'IA, et c'est là où je pense qu'on gagne encore plus de temps, elle parcourt tout le site et elle trouve les pages qui sont d'une thématique la plus proche possible de celle que je veux booster, qui lui font évidemment pas encore un lien, et tant qu'à faire aussi, qui ont des stats, elles, correctes. C'est-à-dire que si j'ai rajouté un lien depuis une page qui est au fin fond du site, il ne va pas se passer grand-chose. Vous voyez que là, la première qui est proposée par l'IA, elle dit qu'elle est de profondeur 1, elle a plein de liens entrants, et elle fait un certain nombre de clics et de trafic. Voilà. Alors après, il nous reste... ça, moi, je suis encore attaché à ça. Il reste l'humain qui décide. Là, l'IA me fait gagner du temps, mais c'est l'humain qui décide si, oui, c'est une bonne idée de prendre cette page. OK, je vais lui rajouter un lien. Ça reste manuel à la fin. C'est-à-dire que je sais qu'il existe des plugins pour faire du maillage interne automatique. Il y en a plein qui sont pas mal, mais c'est insuffisant pour grappiller les détails ou pour avoir une meilleure performance, en fait. Sauf sur du volume. Hein. Sur du volume, on peut faire du maillage automatique, mais pour moi, ce n'est pas assez performant. Donc, l'humain, il va faire quoi à la fin? Il va aussi choisir le texte du lien. Et là, j'ai envie de dire, il y a une source de données qui est parfaite et qui est Search Console. Search Console, alors est-ce que je l'ai mis là? Ouais, je l'ai mis là. Donc là, c'est un exemple pour une page qui parle de Google Wallet.
Et je suis allé récupérer donc, la page qui parle de Google Wallet. Je voudrais lui rajouter des liens vers elle. Je vais dans Search Console et Google me dit bah, la page elle est sortie sur toutes ces requêtes-là, plus des tonnes d'autres. Wallet Android, Google Wallet c'est quoi, etc. Et bien ça, c'est plein d'idées, de textes de liens pour rajouter des liens vers la page que je voudrais booster, à condition que j'ai d'autres pages qui parlent de Google Wallet sur mon site. Donc si c'est le cas, bah, je vais essayer de trouver les meilleurs. Donc l'IA m'a aidé et je vais prendre un de ces textes-là. Voilà. En rouge, j'ai mis les mots que les internautes ont utilisés quand ils font des recherches dans Google, pour lesquels Google trouve que la page est pertinente, mais que j'ai, moi, oublié d'utiliser dans mes liens. Donc, pour l'instant, j'ai fait des liens vers Google Wallet, mais sans jamais utiliser Android, sans jamais utiliser la notion de portefeuille électronique. Voilà. Donc là, déjà, je me rends compte immédiatement que Android, je l'ai complètement oublié, alors que les gens cherchent à savoir s'ils peuvent utiliser Google Wallet sur Android. Et tant qu'à faire, je peux aussi regarder rapidement les liens qui sont déjà en place. Là, je vous disais de rajouter des liens, mais si vous avez des liens qui sont vides, un lien vide, c'est quoi? C'est un lien qui est sur une image, et l'image, elle n'a pas d'attribut alt. Google, il ne sait pas caractériser ce lien, en fait. Donc, ça me donne plein d'autres idées pour améliorer mes liens. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Voilà un schéma qui vient de mon outil RM Console, où en fait on dit tel jour, là, début de l'action, tel jour j'ai mis en place le maillage interne, je voudrais être prévenu de ce qui se passe dans les X semaines qui suivent, en comparant aux semaines précédentes. Donc là on voit la courbe, ça c'est les clics, donc ça a hyper bien monté, assez vite, vous voyez, assez vite, en quelques jours. Et on peut aussi regarder sur combien de mots-clés ou requêtes la page elle arrive à sortir dans Google. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des clics, mais au moins elle sort dans Google. Et on se rend compte que rien que d'avoir rajouté des encres différentes, ça aide la page à sortir sur plein d'autres requêtes. Et ça, c'est hyper bon signe. Globalement, sur le site qui a fait ça, donc ça c'est un e-commerce, il utilise notre solution depuis l'année dernière, chez RM Console, et il a quasiment fait que du maillage interne, parce qu'il trouvait ça facile à faire. Un peu répétitif quand même, comme boulot, mais il l'a fait surtout sur ses fiches produits, et ça a été au top, alors que je peux vous dire que la fin d'année 2023 n'était pas toujours simple en SEO pour pas mal de monde. Et là, il résiste encore aux derniers updates. Ça, c'est un deuxième exemple vraiment chirurgical sur une petite page. Vous voyez, il y a très peu de clics par jour. Mais c'est pareil, sur une fiche produit, on arrive à gagner très très vite des clics et aussi à sortir sur des nouvelles requêtes. Voilà. Allez, deuxième utilisation de l'IA, relancer des pages en déclin. Alors, c'est quoi une page en déclin? Bah, vous voyez, c'est la courbe en bleu, c'est les clics. Là, ça vient de Search Console. J'ai aussi montré la courbe de la position moyenne de la page. Ça, c'est pour une seule page. Hein. Sur 16 mois, très important de regarder plus que 12 mois pour se faire une idée de la saisonnalité, pour vérifier qu'on n'est pas en train de se tromper, que la baisse, en fait, elle est due à une saison. Bon, si je prends un autre exemple et que j'essaie de vous montrer un peu les points clés sur cette courbe, voilà, la page au début, elle cartonne super bien. Et puis, au bout de quelques mois, elle commence à baisser, alors qu'il n'y a pas d'histoire de saisonnalité ici, je me rappelle. Et l'idée, c'est quoi? Bah, à quel moment vous vous en rendez compte que la page, elle commence à décroître dans Google? Est-ce que c'est par là et que vous ne faites rien et vous allez aller dans le rouge là et vers le zéro, ou alors vous allez pouvoir vous en rendre compte et rétablir la situation? Donc, pourquoi ça chute? Bon, bah, en gros, c'est le contenu, il n'est plus à jour. Ça peut être aussi que l'intention de recherche a changé. En tout cas, ce que Google estime comme intention de recherche. Ça veut dire que le type de résultat que Google préfère afficher dans les résultats change par rapport à avant. Avant, ça pouvait être de l'informationnel, et puis il estime que la plupart des internautes préfèrent du commercial ou du transactionnel, par exemple plutôt une catégorie, plutôt qu'avant c'était un article du blog. Il faut absolument être prévenu et s'en rendre compte de ça, parce que c'est à vous de changer. Ce n'est pas Google qui inverse en général.
Bon, voilà, il y a quelques autres possibilités, d'autres raisons. Et pourquoi on doit les relancer? Tout simplement parce que Google il favorise les contenus quand même qui sont à jour, hein, qui sont récents. Et puis quand même un truc aussi, on a investi en fait dans notre contenu, dans nos pages sur notre site. Ça coûte de l'argent, c'est complètement idiot de se dire un an plus tard, je la mets à la poubelle parce qu'elle ne marche plus dans Google, je vais en créer une autre. Ben ouais, mais si vous faites ça, ça coûte plus cher en général. Moi, je vous encourage, et notamment avec l'IA générative, à éviter de générer sans arrêt plein de nouveaux contenus sous prétexte qu'en cliquant sur un bouton, ça se fait, parce que vous allez créer trop de contenus de qualité médiocre et qui vont en plus se concurrencer entre eux. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation. Alors, comment on va trouver ces pages qui ont besoin d'être relancées? Tout simplement, on va déjà faire un filtre. Hein, toutes les pages qui ont un trafic qui est comme ça en baisse depuis pas mal de mois, qui ont encore ou qui avaient eu un trafic organique, un référencement naturel correct, quoi, et surtout qui ont connu des chutes de positionnement, ces pages, qui révèlent que Google ne les aime plus. Google trouve qu'il y a un problème avec ces pages. Si en plus il y a encore des opportunités techniques pour les optimiser, notamment le maillage, ça sera encore mieux parce que ces pages, ça sera plus facile de les rebooster. Voilà, donc phase 1, je vais trouver les pages comme ça, et phase 2, je vais trouver des recommandations grâce à l'IA. Donc là, je ne vous fais pas le coup, c'est la même chose que tout à l'heure. J'utilise toutes les données possibles, celles qui viennent d'un crawl, celles qui viennent de Search Console, pour voir les pages qui ont le plus de potentiel. Et ensuite, on va demander à l'IA, qu'est-ce que je dois faire pour relancer cette page? C'est quoi son problème? Bon, là, j'ai eu l'idée de faire un truc hyper simple, où les utilisateurs, d'ailleurs, ils peuvent utiliser l'IA qu'ils veulent, ChatGPT, Gemini ou Mistral. Mistral, très bien, d'ailleurs, je trouve, en gratuit. Et la clé de la réussite, en fait, dans ce cas-là, c'est la qualité des prompts, et surtout la possibilité de fournir des données qui viennent du site, qui sont personnalisées, qui sont précises, pour dire à l'IA, voilà, c'est dans cette situation-là, les gens ils s'intéressent à ça, à tel mot-clé, c'est une page de tel type, c'est un article de blog, c'est une fiche produit. Il faut donner le maximum de données, d'informations aux IA pour que ça fonctionne bien, en fait. Voilà. Les prompts, je vais les mettre dans les slides. Je pense que je vais les faire un peu défiler, mais au moins vous les aurez quand vous récupérerez mes slides. Et à la fin, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est interroger plusieurs chatbots. Ils n'ont pas tous les mêmes, entre guillemets, recommandations. Et après, l'humain, toujours, je termine toujours moi par l'humain décide. L'IA, c'est des outils qui l'aident. Eh bien, il va choisir, il va en faire une sorte de synthèse. Donc, on va lui donner les titres HN du contenu, les balises H1, H2, H3, ou alors tout le contenu si on a la possibilité, ça dépend de la taille du contenu. Ça dépend aussi, il peut y avoir des limitations avec des outils gratuits. Après, on lui explique quel est le type de page. Est-ce que c'est une fiche produit, un listing produit, une page éditoriale, etc. On peut lui donner la date de la mise à jour. Donc, moi, mon outil va aller récupérer la date de la mise à jour de la page, avec les données structurées ou avec toutes sortes de données qui sont disponibles, ou les sitemaps ou des choses comme ça. On peut aussi détecter si la page elle fait très spécifiquement référence à une année récente, on va dire. Ça veut dire qu'il y a encore plus besoin de mettre à jour. Je ne sais pas, moi, vous donnez... moi, j'ai des pages sur mon site WebRank Info où je donne des parts de marché. Bon, donner un article avec des parts de marché d'il y a un an, ça a presque plus de sens, ou 2 ans. Les gens ils repartent immédiatement. Donc, il y a des points comme ça, des types de contenus qu'il faut absolument remettre à jour. Voilà, et donc après, on lui balance tout un tas de demandes. Hein, c'est le côté, vas-y, bosse pour moi. Et on trouve des choses assez intéressantes. Je veux savoir ce que cette page doit contenir pour être totalement à jour, actualisée, blablabla. Et après, on lui donne la liste des sujets sur lesquels la page doit être au top du top. Il ne faut pas juste lui dire, vas-y, débrouille-toi. Non, on va lui dire, sur ça, ça,
Sur ces sujets-là, je veux être sûr que ma page, elle couvre tout ce qu'il faut, qu'elle ne soit pas obsolète, que dis-moi ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Alors, c'est quoi ces listes de sujets majeurs? En fait, une façon de faire, je ne dis pas du tout que c'est la seule, encore une fois, c'est de se baser sur les utilisateurs. Moi, j'aime bien vraiment personnaliser le plus possible par rapport à mon audience. Je vais dans Search Console et je regarde pour la page sur quels mots-clés elle sort et je les clusterise. Donc là, j'utilise de l'IA qui va me regrouper les mots-clés, les requêtes, en groupe. Par exemple, là, chiffre d'affaires Google, ça c'est un cluster et en dessous, on voit Google chiffre d'affaires Google 2023, CA Google, revenu Google, tout ça, ça a été regroupé dans un seul cluster. Donc on a comme ça un certain nombre de clusters. Donc ça, c'est une page sur les chiffres clés de Google. Bon. Et ensuite, on va pouvoir donner ça à l'IA. Et on va lui dire, voilà, sur chacun de ces clusters, je voudrais que ma page soit au top. Donc, alors je ne vous ai pas donné ici les résultats des IA parce que je n'avais pas le temps et puis c'est kilométrique, hein, ça fait beaucoup de données en sortie. Mais c'est hyper pertinent en fait. Alors, il y a des fois, on peut trouver que c'est exigeant. Ils nous disent, voilà, il faudrait aller interviewer des gens, faire une étude. Ok, mais celui qui arrive à faire ça, il se donne des réelles chances d'être premier dans Google. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est monumentale en SEO. Et tous ces conseils qui sont là, finalement, mis bout à bout, c'est pas mal du tout. Voilà. Maintenant, après, à la fin, c'est pas pour ça que le contenu, il est tout fait. Mais on sait quoi faire. Voilà. Alors là, je vous donne juste quelques exemples rapides. Donc ici, c'est une grosse mise à jour du contenu qui a été faite, plus du maillage interne. Bon, voilà, immédiatement, ça fait ça. Nombre de requêtes. Et là, on voit sur plein de métriques, en clic, tout est vert, tout va bien. Deuxième exemple, là, c'était un contenu dont vraiment le contenu lui-même était complètement dépassé. Les internautes, entre-temps, ça faisait des années en fait que la page n'avait pas bougé. Les internautes s'intéressaient à d'autres choses. Et là, il n'y avait pas eu besoin de faire d'optimisation technique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que de temps en temps, la page, elle faisait beaucoup de trafic. 150 par jour, c'est pas si mal pour une seule page. Mais il y a des jours, elle disparaissait. Et en fait, le contenu ne collait plus du tout à l'audience. Donc de temps en temps, Google l'a trouvé pertinente, de temps en temps, il n'en voulait plus. À partir du moment où on repère ça et on repère que c'est une page qui avait du potentiel, on la remet à jour, immédiatement, on refait un trafic pas mal. Voilà. Là, souvent, c'est sur 6 semaines, donc ça doit faire 12 semaines, 14 000 clics pour une seule page, c'est pas mal. Et il me reste combien de minutes 5 minutes? Voilà. 10 minutes? Ah bon, ok. J'ai eu 2 fois il reste 10 minutes, c'est pour ça. Alors, dernière possibilité, on va voir comment on peut optimiser des pages. Alors, ça va en fait assez ressembler finalement à la partie je détecte des pages qui sont en déclin et je voudrais les relancer. La différence ici, c'est que c'est n'importe quelle page, elles ne sont pas forcément en déclin. Alors pourquoi je suis passé d'abord par les pages en déclin? En fait, je trouve que ça reflétait bien la position de Google depuis des années et je pense qu'elle a été renforcée avec les mises à jour de l'automne dernier, notamment avec Helpful Content, à savoir qu'il y a des analyses qui sont faites sur l'ensemble du site. Google raisonne. Il y a des choses qui sont dans son algo qui concernent l'ensemble du site. Des données de qualité, par exemple, il faut une qualité globale sur l'ensemble du site. Donc, si on a trop de pages qui sont en déclin, c'est bien une preuve que ces pages, elles ont des lacunes, elles ne sont plus à jour. Eh bien, plus vous avez de pages comme ça, plus Google il va se dire que ce site, il ne mérite plus autant qu'avant d'être bien placé dans les résultats de Google. C'est assez terrible parce qu'on peut se dire, ouais, mais à côté, j'ai des bonnes pages. Donc, il va falloir faire pas un compromis, mais une analyse qui tient compte des deux. Voilà. Souvent, je dis, chaque semaine, quand vous bossez le SEO, vous devez consacrer du temps pour mettre à jour ou améliorer des pages pourries et renforcer encore des super pages. On a toujours besoin un peu comme de faire du nettoyage dans la maison et
et avoir du neuf. Voilà, on doit faire un peu des deux. Donc là, on est dans l'optimisation des pages. Donc, le but, évidemment, ça va être qu'elle génère plus de trafic et d'améliorer la qualité globale du site. Alors, comment on fait pour savoir quelle est la qualité du site? Franchement, c'est compliqué. À mon humble niveau, j'ai essayé de faire un algo qui calcule qui se base sur un certain nombre de critères. Il y en a une cinquantaine de choses qui sont mesurées par page sur l'ensemble du site. Et je calcule un indice. Donc, dans mon outil, il s'appelle Quality Risk, cet indice. Quality Risk, il dit à quel point une page, elle cumule des problèmes. C'est un peu bizarre, c'est un peu défaitiste, on va dire. Mais... Donc, il faut être à 0. 0, c'est sur ce schéma qui est microscopique, là. C'est sur la gauche. Donc, sur la gauche, sur l'axe horizontal, là, sur la gauche, c'est des pages qui sont correctes. Elles n'ont pas de problème technique. C'est surtout technique, hein. Ça veut dire qu'elles ne sont pas trop profondes, elles ont un titre qui est correct, elles se chargent rapidement, leur maillage interne est bon, les balises H, tout ce que vous voulez, tout ça est bon. Donc le ultra bon, selon mon outil, c'est QR0, Quality Risk 0. Mais ce n'est pas pour autant qu'une page comme ça réussit et plaît à Google et a des super scores, se positionne sur plein de mots-clés et tout. Donc j'ai utilisé un autre indice qui est un peu plus complet que le premier, qui s'appelle Zombie, et qui est pareil entre 0 et 100. Et lui aussi, il faut être à 0. D'où l'intérêt d'être dans le carré qui est en bas à gauche. C'est les pages qui sont parfaites techniquement selon mon outil. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont parfaites, mais qui plaisent beaucoup à Google et aussi aux internautes par la même occasion. Donc en fait, là, les chiffres dans cette matrice, c'est les pourcentages de pages. Donc on se rend compte qu'ici, ce site-là, il a un problème. La majeure partie de ces pages, elles sont là dans le rouge qui est là. Elles ne sont pas assez optimisées. Et d'ailleurs, en général, elles ont des mauvaises performances dans Google. Je vois d'ailleurs assez souvent, il y a une corrélation correcte, mais j'ai malheureusement, pour moi, des contre-exemples. Des sites comme ça, ils ont beaucoup de mal à survivre aux updates Google. Parce qu'ils ont trop de pages de mauvaise qualité sur le site. Ils ne sont pas tellement sauvés par des super pages qui les maintiennent en vie, j'ai envie de dire. Alors que j'ai quelques sites où il y a beaucoup de pages là dans le carré bleu, grosse croissance, même là depuis un an. Donc comment on va trouver les pages à optimiser? Je ne vous le refais pas, c'est comme tout à l'heure. C'est juste qu'il n'y a pas la caractéristique qu'elles sont en déclin. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai remis un exemple, plus c'est trop petit, un exemple de cluster des requêtes. Ouais, c'était pour rappeler que j'ai aussi une autre idée, même si c'est un peu basique, je suis en train d'essayer de l'améliorer. On regarde les mots que les internautes ont utilisés, encore une fois, s'ils sont absents de ma page. Donc ici, dans cet exemple, ce n'est pas très intéressant parce que c'est juste chiffre d'affaires qui est au singulier. Moi, j'ai dû le mettre au pluriel. Par contre, je vois que les gens cherchent vraiment par année, 2022, 2023. Et moi, comme je colle aux résultats de Google qui sont trimestriels, ça peut très bien être un oubli de ma part de dire, tiens, mais ouais, les internautes, c'est eux qui m'intéressent. Ils cherchent par année, il faut absolument que je fasse des choses par année. Voilà. Mais sinon, là, je suis allé prendre un vendeur de produits LED, un e-commerce. Et pareil, j'ai regardé les clusters et une page à optimiser. C'était c'était une catégorie. Eh bien, je me rendais compte que les utilisateurs s'intéressent à du sans fil, à la notion de cordon LED, de câble LED, de bobine LED. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'as jamais utilisé ces mots dans cette page? C'est quand même bizarre. Et en fait, il a ces choses en tête, il est avec son jargon, et ce n'est pas forcément celui de son audience. Et pourtant, il faut s'adapter à l'audience plutôt que l'inverse. Attention à ne pas faire n'importe quoi, de dire, tiens, je vais aller caser ces mots 2-3 fois et c'est bon. Non, là, ça donne des idées. Si vous avez une autre page qui parle des bobines, ce n'est pas là qu'il va falloir le mettre. Mais si on fait ça intelligemment, eh c'est pas mal. Bon, voilà, ça, c'est la même chose. Et superbe résultat là, pour une fiche produit. On se rend compte qu'il y a besoin d'une semaine. En fait, le temps que Google recrawl la page pour que ça marche bien.
Alors, dernier point, quasiment. Voilà, on m'appelle. Il est l'heure. Très important de comparer soit à la période précédente, soit à l'année précédente. Il ne faut surtout pas vous faire avoir par les effets saison. Donc ici, bon, on voit que tout est vert sur toutes les métriques, le nombre de clics, le nombre de requêtes, etc. On est à 300% par rapport aux, je ne sais plus combien c'était, souvent c'est 6 semaines, aux 6 semaines précédentes. Et on peut comparer aussi à l'année précédente. Parce que dans Search Console, on a accès à 16 mois de données. Donc avec 16 mois, on a 4 mois de plus que les 12. Donc on peut revenir 4 mois en arrière. Donc ici, on confirme que la fiche produit qui a été boostée, même par rapport à l'année dernière, enfin c'est encore mieux là. Voilà. Un petit bonus, quelques conseils pour finir. Voilà le type de page que je vous conseille de travailler en priorité sur les e-commerce. Alors ça dépend pourquoi. Les fiches produits, on va les booster. L'intérêt, c'est de booster les ventes, évidemment. Ça ne va pas forcément être une hausse énorme des trafics, mais si on cible bien, on prend nos top produits, mais évidemment, si on leur renforce le maillage, ou on renforce avec d'autres techniques que j'ai indiquées, c'est plutôt bon pour les ventes. Les catégories, l'intérêt, c'est la stabilité des pages. Alors que les fiches produits, peut-être que le fiche produit que vous travaillez là comme un fou pendant des mois, si l'année prochaine la fiche produit elle n'est plus là, c'est un peu bête. Vous avez travaillé pas pour rien, mais bon, pas assez longtemps. Alors que les catégories, elles sont stables. L'inconvénient, c'est qu'elles sont plus dures à travailler, en tout cas en maillage interne. Parce qu'elles reçoivent déjà des liens, plein de liens. Depuis le menu, depuis le fil d'Ariane, depuis plein d'autres endroits. Une des techniques que j'aime bien, c'est d'avoir un blog ou une zone éditoriale qui est distincte. Au minimum, qu'elle n'ait pas le même menu. Peut-être même pas le même design que la partie boutique. Et comme ça, sur vos articles de blog à vocation informationnelle, vous allez bien pouvoir pousser les catégories. Et enfin, les pages éditoriales, le but, c'est plutôt pour le trafic. C'est-à-dire que là, on va pouvoir booster le trafic, mais beaucoup moins les ventes, parce qu'on est vraiment au début du parcours d'achat. Mais c'est très intéressant aussi de travailler toutes les phases du parcours d'achat. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions...